Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Nous célébrons quelque chose cette semaine, Pascal Forget et moi, Alain McKenna. Salut Pascal! Salut Alain, est-ce qu'on célèbre mon anniversaire qui approche? Est-ce qu'on célèbre l'arrivée de l'été? Est-ce qu'on célèbre... Qu'est-ce qu'on célèbre? Ben, je faisais le bilan parce qu'on a beaucoup de sujets, c'est quand même un épisode assez lourd, puis je regardais ce qu'on a, puis il y a beaucoup d'éléments d'actualité qui sont, hey, c'est les 10 ans par exemple de l'Apple Watch, c'est c'est pas un anniversaire comme tel, mais il y a une nouveauté du côté de Motorola aussi qui me rappelle le bon vieux temps, puis il y a des choses de ton côté aussi, donc ça fait c'est comme s'il fallait poser une chandelle sur cet épisode-là. On vous laisse décider pourquoi. Tous les épisodes, pour moi, c'est une fête. On va parler, en plus de tout ça, on va parler des 10 ans de l'Apple Watch, du Motorola Razr 2005. Les nostalgiques vont dire, le Razr, ça existe encore. Il n'est pas mort, il ressuscite encore et encore. Chrome, le navigateur que j'utilise au quotidien, est peut-être à vendre, Va-t-il, dans quelle main va-t-il tomber? Spéculation, excitation. La Pixel 7, si vous voulez une nouvelle batterie pour votre téléphone Pixel 7, restez à l'écoute. L'accélérateur Google, les crochets bleus arrivent sur Blue Sky. On aime ça, parler de Blue Sky, une communauté apaisante et sympathique. Switch 2, le prix, la disponibilité. Le prix des jeux en plus. Et on va parler de la OnePlus Watch 3 que je porte aussi avec beaucoup de bonheur. Et le chargeur Anker Prime. Alain, je pensais jamais parler avec autant d'enthousiasme d'un chargeur pour appareil connecté. Sérieux, ça a été... je suis plein de bonheur. Non, mais sérieux, c'est une belle bébelle. Si vous avez envie de bonifier, de faire monter de 20 niveaux votre recharge de vos appareils, rendre ça plus sécuritaire, plus rapide, restez à l'écoute. On parle pas assez de la marque Anker qui est étonnamment surprenante. Ça fait beaucoup de superlatifs, mais qui est toujours de meilleure qualité qu'on soupçonne pour une marque chinoise, effectivement. Oui. On va saluer nos partenaires qui débutent cette semaine avec un nouvel ami, je vais dire ça comme ça. Vous connaissez bien sûr TELUS et PlanHub qui sont avec nous depuis longtemps, presque toujours, n'est-ce pas? Et on ajoute cette semaine C2 Montréal, les gens de la conférence de la créativité montréalaise qui a lieu du 20 au 22 mai prochain. On va en reparler tantôt parce qu'ils ont dévoilé une partie ils n'ont pas dévoilé la programmation, mais on a une liste de conférenciers assez éclectique, je veux dire, trié sur le volet, là, quelque chose d'assez surprenant. Donc, nous deux, là, hein? Toi et moi, on va... Écoute, première fois, on va enregistrer le podcast en direct à C2 Montréal. On ne sait pas encore quelle forme exactement ça va prendre. Est-ce qu'on va être sur la super scène centrale? Est-ce qu'on va être dans un petit cubicule? Pour les gens qui veulent acheter des billets, on a un code promo et tout ça, on en reparlera tantôt, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de matériel. C'était le jour de la Terre cette semaine, Pascal, et je pense que TELUS avait un spécial pour l'occasion. Oui, jusqu'au 15 mai, si vous allez en boutique et que vous achetez un appareil Android neuf ou certifié remis à neuf chez TELUS, vous allez avoir un arbre qui va être planté pour vous dans une région du Canada qui est touchée par les incendies forestiers. Quand on retourne un appareil usagé, il va y avoir un arbre additionnel qui va être planté. Fait que c'est le temps de vider vos fonds de tiroir, vos vieux téléphones qui traînent, un arbre qui est planté pour vous. C'est une offre qui est disponible dans certains magasins TELUS et Codo. Peut-être vous informer à l'avance, aussi par les représentants TELUS du service à la clientèle. C'est jusqu'au 15 mai. C'est le temps. Renouvelez votre appareil. Si vous le renouvelez, un arbre va être planté pour vous. Pourquoi pas? J'allais dire un arbre est si vite planté, mais c'est pas très vrai. C'est quand même certain. Merci, c'est un beau geste à poser. Ben oui. Et voilà. Parfait. Ça, écoute, lançons de ce pas nos espressos de la semaine, nos actualités rapides. Je vais partir ça fort parce que tu parlais tantôt du Motorola Razr. Ça a été présenté vendredi matin, en fait. Dans les dernières heures, les nouveaux Razr, qui sont le téléphone pliable de Motorola, désormais offert en 3 saveurs. Parce que cette année, l'édition de 2025 revient avec le Razr Plus et le Razr Ultra. Des 3 versions, il y en a 2 qui vont être vendues au Canada parce que le Razr Plus est un peu redondant dans la gamme et Motorola Canada a eu la bonne idée de garder seulement le Razr de base et l'Ultra, qui est la version la plus fun et nécessairement la plus sophistiquée, avec le processeur Snapdragon
8 8 élites. élites. 8 Ça vient élites. mêlant, là, avec leur nombreux suffixe, mais bref, la quincaillerie la plus récente pour ce genre d'appareil-là. L'appareil à écran 7 pouces repliable. Quand on le replie, on a un affichage externe de 4 pouces aussi, donc on peut le voir. Il y a beaucoup d'intégration de l'intelligence artificielle, comme partout dans la téléphonie ces jours-ci. Ce qui est le fun avec Motorola, c'est qu'ils ont une approche très spécifique, très concrète de ces outils-là. Ils ont donné une liste de 7 ou 8 commandes très précises. J'ai hâte de les essayer en français parce que pour l'instant, on les appelle Catch Me Up, Pay Attention, Remember This, Next Move. Ça manque cruellement de français, donc j'imagine que ça se traduit efficacement avec ce qui est essentiellement Gemini, mais Motorola va un peu plus loin parce qu'ils incluent aussi Perplexity et Llama dans les intelligences artificielles utilisées pour aller chercher de l'information et pour générer du contenu pour vous. Donc, c'est des petites machines à l'intelligence artificielle. Globalement, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Écoutez, il y a une version, il y a plein de couleurs, là, il y a plein de formats, mais il y en a une qui a retenu mon attention, je le disais tantôt à Pascal, il y a la version Mountain Trail du Razer Ultra qui est essentiellement le boîtier est fini en simili-bois à l'arrière. Et ça me rappelle, moi, ça m'a marqué à vie le Moto X d'il y a, écoute, c'est pratiquement 15 ans maintenant, qui est un téléphone Android tout à fait sympathique, mais dont l'endos était fait en bambou. Mais c'était du vrai de vrai bois. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été nostalgique de ces matériaux nobles qui finissent bien un appareil hautement technologique, haha. Mais concrètement, qui sont vraiment plus élégants que du plastique ou des matériaux plus industriels, disons-le comme ça. Et là, on revient avec ça chez Motorola. J'ai hâte de voir ça en personne. Ça me rappelle aussi qu'il y a un boîtier pour le OnePlus le plus récent, le 13, qui est aussi fait en bois. Donc, je ne sais pas s'il y a un retour de cette mode-là, du simili-bois et du vrai, plus ou moins vrai bois comme finition, mais je ne suis qu'en faveur de ce genre de... Un fini qui se patine, qui prend les marques de tes doigts, mais que c'est beau, c'est à l'usure. Et là, chaque téléphone se personnalise en fonction. Puis en plus, comme c'est du bois ou du cuir, par exemple, c'est des matières qui vont, pour chaque téléphone, avoir des aspects légèrement différents. Je trouve que ça fait sophistiqué. Téléphone unique à chaque exemplaire. Écoute, la quincaillerie est spectaculaire, on en reparlera. Donc, histoire courte, précommande début mai, 7 mai, en vente à partir de la mi-mai et 3 juin pour le Ultra. Les prix sont à annoncer, c'est toujours là qu'on se fait rattraper, n'est-ce pas? Mais à suivre, on en reparlera. C'était la nouveauté matérielle de la semaine, je veux dire ça comme ça. Est-ce qu'on fait un bruit de vautour? C'est corbeau? Quel bruit ça fait, un vautour? Je sais pas quel bruit ça fait. On va faire un bruit de corbeau à la place. Les vautours qui tournent autour de Chrome. Oui, mais... Et ça m'a fait rire parce qu'en début de semaine, on dit que OpenAI pourrait acheter le navigateur Chrome parce que là, il y a des grosses discussions à propos du monopole de Google sur la recherche et tout. Il faut qu'ils divisent leur entreprise parce que c'est trop gros, trop puissant. OpenAI lève le doigt, la compagnie qui fait ChatGPT. Et là, j'apprends que Yahoo aussi peut le faire. Et là, dans les deux options... Laquelle c'est le moindre mal, hein, parce qu'on ne sait pas laquelle est la bonne. J'ai comme des malaises en lisant ça. OpenAI, moi, j'aurais peur qu'un navigateur web qui intègre de façon trop importante l'intelligence artificielle pourrait récolter. En tout cas, c'est ma crainte. Évidemment, il va y avoir plein de clauses et tout, mais j'aurais très, très peur que ça cherche beaucoup trop d'informations sur moi, mes habitudes, qu'est-ce que je tape, comment je navigue. Fait que ça pourrait être un navigateur qui va deviner pour moi qu'est-ce que je vais vouloir. Je vais ouvrir mon navigateur, puis il va tout de suite m'ouvrir les pages que je veux voir, parce qu'il va presque lire dans mes pensées. Et si c'est Yahoo, je me dis, d'accord, Yahoo, c'est quand même les nostalgiques, les vieux se souviennent des années de gloire de Yahoo. Portail, ben oui. Et là, tu dis, est-ce que Google, est-ce que Chrome va se mettre à ressembler à comment on naviguait avec Netscape, et puis j'ai comme un mauvais flashback des années 2000 qui vient. Je suis pas sûr. C'est assez étonnant. Ben écoute, la raison pour laquelle Chrome serait à vendre, c'est que la justice américaine a décidé de trancher à propos d'Alphabet. C'est un monopole, dit-on, dans la publicité en ligne. Et Chrome, c'est un gros morceau parce que ça pose beaucoup de recherches vers le moteur de recherche Google, beaucoup de choses qu'on utilise en Chrome. Et toutes les données derrière sont déjà compilées par Google et utilisées très fortement pour améliorer à la fois le moteur de recherche Google, mais aussi Gemini, l'intelligence artificielle et tout ce qui se travaille de ce côté-là. Et là, ce qu'on se dit, c'est que Google ne peut pas tout avoir ça pour elle seule. Donc, c'est là où on se dit qu'il faudrait briser le modèle.
tu dis Chrome, mais Android serait peut-être aussi à vendre. Peut-être, évidemment, ça va dépendre. Il y a plein de choses qui sont en suspens, rien n'est certain. Mais l'élément qui fait sourciller au niveau de la justice américaine, mais aussi en Europe et au Canada, parce que dans les trois cas, Google est en train d'être poursuivi par les gouvernements, c'est la plateforme Google Ads, qui est anciennement AdWords, qui est vraiment le morceau derrière tout ça qui génère des revenus, là, la publicité en ligne et tout ça. Donc ça aussi pourrait être décomposé. Au Canada, c'est ce qu'on voulait. On voulait que Google se départisse au moins d'une partie de sa plateforme publicitaire. Et si tout va très mal pour Google, le pire du pire, c'est qu'on pourrait se débarrasser de YouTube, qui est une autre entité. YouTube pourrait valoir quelque chose comme 500 milliards de dollars américains. Je glisse ça comme ça dans la conversation. Et le problème, c'est que tout le monde pourrait vouloir racheter YouTube parce que c'est une énorme machine à générer des données sur l'utilisation des gens, de l'Internet, des médias numériques, de ce que vous voulez. Donc oui, de gros morceaux très juteux pourraient tomber de l'arbre aux nombreuses branches qu'est Google, et ça fait saliver. Tu dis Yahoo, tu dis OpenAI, Microsoft, tout le monde a un œil là-dessus, c'est sûr. Oui. Imagine Tencent veut racheter un morceau de Google. Imagine voir. Hein? On peut spéculer longtemps sur les gens qui voudraient le avoir, puis c'est fou quand même. Là. Mais là, ce qui est fou, c'est que ceux qui vont l'annoncer publiquement, ceux qui travaillent en coulisses, est-ce qu'il va y avoir des ententes, des collaborations? Est-ce qu'il va y avoir Elon Musk qui va se lancer? Mais si c'est 500 millions pour YouTube, par exemple, c'est 500 milliards, c'est tellement un énorme montant. En même temps, c'est énormément de revenus potentiels. C'était 40 millions pour Twitter. C'était 40 milliards pour Twitter. 45 milliards, oui. C'est ça. Fait que là, c'est une grosse somme. Est-ce qu'Apple pourrait se lancer dans la course? Ça va être à suivre parce que tout le monde pourrait être intéressé, en fait. Ça serait assez particulier. Microsoft pourrait se relancer avec ça de plein de façons. Mais je ne sais pas, évidemment, c'est très spéculatif parce qu'on ne sait pas quels sont les objectifs de ces entreprises-là. Mais Écrivez-nous. Quel est votre candidat favori pour le rachat des morceaux? Quel entreprise pourrait racheter quel morceau de Google? Si vous nous envoyez assez de Bitcoin, on va nous aussi faire une offre d'achat. Ça pourrait aller vite. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis ces jours-ci. Là. Ouais. Écoute, puisqu'on est dans les espressos de tech, il y a la fin de google.ca. La prochaine fois que vous allez faire une recherche dans Google, normalement, on va vous pointer vers google.ca, mais Google a annoncé qu'elle allait mettre fin aux domaines nationaux. Fait qu'on n'aura plus google.fr, google.danemark, google.pologne, je sais pas, PL. Bonne question. .fr.ca. .fr.ca, c'est ça. Tout va pointer maintenant vers google.com. Il semble que ça ne changera pas les résultats. On va avoir les mêmes filtres, les mêmes caractéristiques régionales, mais on n'aura plus la petite fierté nationale d'aller sur google.ca pour avoir nos recherches dans Google. C'est un peu redondant quand on y pense, parce que la plupart des entreprises qui ont des sites nationaux les regroupent sur leur site principal, leur domaine principal. Oui, tout à fait. Donc, c'est simplement une question de simplicité, mais c'était quand même amusant. Des fois, je vérifiais sur un autre moteur de recherche juste pour voir si les résultats étaient différents. Souvent, quand tu allais sur, par exemple, google.fr, tu avais plus de résultats francophones. Ça changeait un petit peu l'approche. Ouais. Tu peux toujours aller t'ouvrir une adresse courriel à live.ca, à hotmail.fr. Microsoft, eux, sont un peu pris avec ça. Puis j'ai l'impression que c'est une belle leçon de quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que, notamment dans l'adresse courriel. Yahoo aussi. Hein, on disait tantôt, Yahoo a plein de noms de domaines nationalisés comme ça qui doivent être utilisés. Oui. Qui doivent donc s'arracher les cheveux. Ça va coûter cher pour rien pour ces gens. Mais ça permet d'offrir plus d'adresses. De Pascal @ google.ca, Pascal @ google.com, Pascal @ Alain @ ça peut faire plus de possibilités, mais oui, c'est plus de gestion ensuite. Parlons de l'anniversaire. Écoute, c'est une des raisons d'allumer une chandelle. Ce sont les 10 ans cette semaine de l'Apple Watch, tout le monde. Ça tombe un drôle de moment, mais c'est le 24 avril 2015 que Tim Cook dévoilait la première Apple Watch. Personnellement, je pense que c'est le plus beau legs que M. Cook peut avoir laissé à Apple à date. Il a voulu faire grand cas du lancement du casque Vision Pro, mais là, pour l'instant, ça demeure toujours très embryonnaire comme projet, soyons polis, n'est-ce pas? Mais l'Apple Watch, c'est un beau... Écoute, sérieusement, si ça devait être juste ça l'héritage de Tim Cook, c'est quand même un bel héritage parce que ça a quand même cimenté
ce qui est la tendance des montres connectées qui était un peu n'importe où il y a 10 ans, qui était surtout pas très concrète et pas très définie, disons-le comme ça. Autour de 3 choses, en fait. Évidemment, tout ce qui est l'exercice, parce qu'évidemment, c'est un super un tracker de fitness, comme on dit en France. Parce qu'on pouvait tout d'un coup avoir un cardiomètre, un lecteur de fréquence cardiaque, bien sûr, mais aussi de fréquence pulmonaire. Un paquet de métriques comme ça sur la santé qui permettait de faire de l'exercice et de savoir en temps réel si on était encore en vie. Apparemment, c'est un truc. Mais aussi la question plus de santé, bien-être général qui a été exploitée, qui a été aussi développée au fil des années suivantes chez Apple et ailleurs aussi. Évidemment, ils n'ont pas le monopole de ça, mais Apple s'est imposé comme le plus gros vendeur de montres connectées rapidement. Et le troisième élément, c'est la connectique, en fait, parce que l'Apple Watch, pour bien des gens, c'est cet outil de santé, mais en tout cas pour moi, et peut-être pour un paquet de monde un peu plus geek, c'est toute la question de la connectique. J'utilise ma montre et je n'utilise plus mon téléphone dans plein de contextes. Et pour moi, ça a été une petite révolution qui est arrivée avec la série 3, donc plus tard dans le processus, mais qui a été renforcée, entre autres, avec l'Apple Watch Ultra, qui est de plus en plus un produit très indépendant. Donc, c'est un produit qui a connu son succès, un succès phénoménal. On ne l'attendait pas, en fait, ce succès-là, parce qu'on se disait, bon, c'est juste un accessoire qui force un peu les gens à acheter un iPhone pour avoir la montre et puis qui est devenu une espèce d'écosystème. Mais là, c'est devenu de plus en plus un appareil séparé. Et je vais dire ceci, c'est la seule montre que je vois qui fonctionne bien avec une connectivité cellulaire. Google Pixel Watch a cette fonction-là, mais elle n'est pas très bien intégrée. Et c'est peut-être la force de l'écosystème fermé qu'on critique souvent chez Apple, mais qui permet d'avoir des services qui fonctionnent bien sur l'appareil. Par exemple, Apple Music en streaming sur une montre en LTE, c'est pas mal intuitif, alors que c'est bien compliqué sur Wear OS, en tout cas. De faire la même chose avec Spotify ou même avec YouTube Premium ou YouTube Music qui, à mon avis, ne sont pas très à point. Bref, bon anniversaire à l'Apple Watch. Bravo, Tim. Faire une bête sur l'épaule la prochaine fois que je te croise dans un événement Apple. Mais voilà, c'est une célébration et on n'en fait pas souvent, mais celle-là, je pense, vaut la peine, même si, bon, évidemment, on peut trouver plein de défauts pour sa stratégie à l'Apple Watch, mais quand même, il faut célébrer le fait qu'ils ont réussi à lancer un produit comme celui-là et qu'il a lancé une tendance qui intègre, en fait, et on en tient plus compte peut-être à cause de ça, tout l'élément santé physique en lien avec les technologies. J'aimerais vous dire que ça a permis d'utiliser des applications comme Apple Fitness, mais ça n'existe pas encore assez en français pour que le Québec soit inclus là-dedans. Et on n'a pas non plus d'intelligence artificielle encore flagrante sur ces appareils-là, mais c'est certainement le prochain élan de croissance dans ce créneau-là. Ça va être cette intégration des agents personnels plus sophistiqués. On verra rendu à 20 ans. Moi, je prédis que bientôt, l'intelligence artificielle dans les montres connectées vont faire qu'on va pouvoir lever sa montre, la regarder, et ça va dire « Je devine, Alain, que tu veux savoir l'heure. » Je t'ai commandé une pizza, comme j'ai même pas fait. Ouais, voyons, il a détecté que j'avais faim. Voilà, mais juste donner l'heure, c'est déjà pas pire. On va parler de la OnePlus Watch 3 dans quelques minutes. Ceux qui veulent une alternative du côté Android aux montres connectées, vous allez être gâtés. J'ai été très surpris. On vous en dit plus tout à l'heure. Si vous voulez si vous avez un Pixel 7, vous connaissez quelqu'un qui a un Pixel 7, informez-les. Si la capacité de la pile est réduite, le téléphone a étrangement gonflé, ça, c'est jamais un bon signe. Une batterie qui gonfle, on veut pas ça. On lance un message général. Ce n'est jamais normal que le dos de votre téléphone soit bombé, quelle que soit la raison. Vous allez pouvoir avoir la batterie remplacée gratuitement, recevoir l'équivalent de $200 américains ou $300 américains en crédit Google si votre téléphone est éligible. Le Pixel 7, vous pouvez entrer le code IMEI du téléphone, IMEI du téléphone. C'est une procédure super simple. Faites-le. Cherchez Pixel 7 Google remplacement. Vous avez le choix. Mais ça, je trouve ça généreux de dire, écoute, on te donne un crédit, on remplace ta pile gratuitement si tu veux le conserver. Belle occasion de faire une bonne chose. Puis il y a peut-être des gens qui ont mis de côté ou qui ont gardé justement dans leur tiroir ce téléphone-là parce que la charge ne tenait plus. Prenez-le. Vous allez avoir un beau crédit pour votre prochain téléphone plus performant, Pixel 9 et compagnie. Très, très chouette. On reste dans Google, Alain? Écoute, je vais faire ça encore plus vite que toi. Il y a eu cette semaine l'annonce de la cohorte 2025 du Google Accelerator for Startups, édition canadienne. Donc, en français, c'est l'accélérateur Google pour les startups canadiennes. Une cohorte de 14 entreprises, dont 5 montréalaises. Donc, bravo à ces chanceux, en fait, qui vont avoir droit à 3 mois de mentorat et de réseautage tel que commandité par Google.
il y a 5 entreprises montréalaises, donc il y a la plateforme de modélisation de médicaments Simunome, c'est toujours facile, le fournisseur d'avantages sociaux Teddy, le générateur d'environnement audiovisuel en temps réel Wave Shaper AI, l'outil de gestion de salles sportives Flip, parce qu'il y a deux I. Avec deux I. Ouais, exact. La plateforme de financement basée sur l'IA Happily. Et ça complète, évidemment, 9 autres. Ça se joint en fait aux 9 autres startups qui sont d'ailleurs au pays. On va en entendre parler certainement dans les 3 prochains mois, puisque ça commence maintenant et ça va être intéressant de suivre ça. Depuis 2020, je dis ça parce qu'on dit l'accélérateur Google, c'est quoi? Depuis 2020, 120 entreprises ont été aidées dans ce programme. 480 millions de dollars ont été levés en financement par ces entreprises-là de la suite de ce programme-là. Et ça a mené à la création de 1100 nouveaux emplois. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas arrivé sans Google, mais ça ne serait peut-être pas arrivé de la même façon. Et je ne peux que célébrer l'existence d'accélérateurs de grandes entreprises pour aider les plus petites. Et le jour où je pourrais dire la même chose à propos de l'alimentation Couche-Tard, je serai donc content. Bombardier, MTY, Hydro-Québec, les entreprises québécoises qui oublient qu'on a besoin d'aider les plus petits pour avoir une économie en santé. C'est donc. Ça fait des années que je dis ça, puis les gens chez les entreprises disent « Ouais, mais on fait des choses. » Puis là, tu vas chez Couche-Tard, puis il y a une nouvelle saveur de slush. On se comprend mal. En tout cas, ce sera mon éditorial. Voilà. T'es moins fâché que la semaine dernière. La semaine dernière, qu'on était grognon. Cours d'échecs pour Duolingo, c'est très, très drôle. On connaît Duolingo, l'application pour apprendre une langue, ou du moins apprendre un vocabulaire, parce que je pense pas que ça va nous rendre multilingues. Ouais. Exactement. J'ai fait un billet là-dessus sur mon site. Je me préparais à aller en voyage au Mexique, et puis après 70 jours, je savais toujours pas compter jusqu'à 10, et je connaissais pas tous les jours de la semaine. Je me disais, OK, il manque quelque chose, ça m'a fait réfléchir, puis je me rends compte que la ludification, c'est extraordinaire. Encore une fois, je le mentionne à peu près à chaque épisode, mais le fils de ma blonde est complètement accro à Duolingo. C'est très, très des bonus, des records, des séquences qu'on doit pas briser, des chaînes, puis là, tu as des bonus, puis des étoiles et tout. On va maintenant pouvoir s'entraîner à jouer aux échecs avec Duolingo. Là, j'ai un peu peur, parce qu'on a déjà fait des cours de maths, de musique. Ils vont présenter 6 pièces seulement. Et c'est ça, on va présenter une pièce à la fois, on va ludifier ça. Le but, je pense, de Duolingo, c'est de te garder abonné. Captif. Ben oui, la journée où tu es bilingue, où tu as appris une langue, ils n'ont plus d'argent qui rentre. Alors évidemment, on va te garder accro, peut-être avec une partie par jour, partie de pratique, un défi du jour. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ça va être en test bêta sur iOS en anglais pour commencer. Ça va être d'ici 4 à 6 semaines. Donc, ça va se déployer lentement et puis ça va se déployer évidemment éventuellement sur Android un jour. Je trouve ça toujours triste. Encore une fois, je comprends qu'on déploie une plateforme en premier, mais j'aime ça quand c'est l'interopérabilité. J'aimerais ça apprendre à jouer aux échecs en bêta. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Ça veut dire qu'il y a des affaires que tu peux apprendre qui ne sont pas vraies. Je sais pas. C'est ça, ton pion peut reculer. Oups, on s'est trompé. On s'est trompé. Ça serait pas trop cool. As-tu commandé une Switch? As-tu réussi? Non, mais c'est depuis le 24 avril, donc ce jeudi dernier, qu'on peut le faire au Canada. Ça, c'était parce qu'on ne le savait pas trop. Là, il y a des fois oui, des fois non, ça a été retardé. Ça a été déplacé, c'est ça? Bon, bref, ça a commencé. Là. Et ce qu'on a su aussi, parce que c'est ça l'élément que moi, j'attendais de savoir en plus en détail, c'est qu'on a suivi le prix des jeux au Canada. Parce que c'est une question non négligeable quand on achète une console, surtout celle-là qui est très, malgré tout ce que Nintendo pourra dire, qui est très destinée pour les plus jeunes joueurs. Donc, la console Switch 2 est officiellement en précommande au Canada et sera en vente officiellement le 5 juin. 630 $ pour la console, 700 avec Mario Kart World, qui est quand même un jeu assez le fun, merci. Mais on a vu aussi le prix des jeux. 2 exemples ont été cités par Nintendo. Donkey Kong Bonanza, qui consiste à bûcher partout avec Donkey Kong pour ramasser des bananes en or. Alain, je me permets de te corriger tout de suite. J'ai googlé, c'est Bananza. Oui, c'est Bananza, t'as raison. Comme dans banane. C'est le correcteur de Word. Là, je veux pas que tu reçoives une trolley de courriel. Là. Je l'ai vu, j'ai fait comme non, il faut que je dise. Mais je comprends moi aussi le correcteur d'orthographe ici. 100 piastres. Bananza coûte 100 $ et Mario Kart World, si vous l'achetez après avoir acheté la console, va coûter 110 $. C'est 100 $ pour des jeux... c'est cher, je vais dire comme ça.
je me dis, à l'époque, on jouait, en tout cas, moi, je suis jeune, Alain, un peu aussi plus jeune encore, mais c'était 25 sous la partie de jeux vidéo. Ah, dans les arcades, 40 ben oui. parties, 10$. Ben déjà, la 100 Nintendo, la première parties, console 100$. Nintendo, 40$ le jeu, c'était fou à l'époque. Tu sais, ça prenait un anniversaire pour recevoir une cartouche chez nous. C'est comme j'avais 3 jeux sur ma console après 2 ans. Un anniversaire Ouais. à 100$ maintenant, c'est Mhm. pas un âge particulier, là. C'est bonjour, t'as 4 ans, voici un jeu à 100$. Voici la console et 1000$. Oui, c'est ça, avec un bonus pour 3 jeux. Hey boy. Mais tu calcules parce que la console coûte, mettons, 700$ avec le jeu. Une génération de consoles chez Nintendo, c'est à peu près 7 ans. Donc, ça revient à 100$ par année. Déjà, en partant, tu as ça. Tu peux t'acheter des jeux mobiles sur ton téléphone pendant plusieurs mois à 2$ le jeu. Et ensuite, tu dois acheter des jeux à 100 ou 110$ le jeu. Donc, si tu réalises sur 7 ans, tu vas acheter à peu près un jeu par année au moins. C'est un autre 700$. Tu en as pour quasiment 2000$ avant d'avoir fait quoi que ce soit sur la durée de vie de la console. Puis là, tu as le petit frère, la petite sœur qui en veulent une eux aussi. Avant longtemps, tu as acheté quasiment le prix d'un auto neuf en jeu vidéo. Ça mérite réflexion, sérieusement. Un autre éditorial. Ouais, non, mais moi, je me souviens que j'avais payé 700$ pour ma Atari 2600. Ben, c'est parce qu'à l'époque, c'était quelque chose. C'était une Il y révolution. avait quelques jeux dedans. Il était d'occasion avec quelques jeux dedans. Puis je pense que je l'avais revendu 650$. Et ça, on parle des années 80. On parle de 80. Début. Oui, tôt en 80. 5, 2, 3, 4. Là. Quelque chose comme ça. Ouais. Nostalgie, écrivez-nous si vous avez commandé la Switch, si vous avez réussi à le faire. Il paraît que c'est un peu le chaos. J'ai reçu de différents, pour pas les nommer, Best Buy et compagnie, des courriels en disant « Précommandez, voici le lien. Voici, c'est ici. » Il paraît qu'il y a des gens qui ont réussi à l'obtenir. J'ai même des gens qui ont tenté de me soudoyer. As-tu des contacts pour avoir la... Ah ben. J'en ai pas. Oui. Puis on dit finalement, laisse faire. Ils ont réussi à le commander par eux-mêmes. Ouais. Pascal, je vais tout de suite te suggérer ceci. On va switcher parce qu'on va finir avec ces deux pour parler vite parce que c'est intéressant des crochets bleus qui apparaissent officiellement sur Blue Sky ces jours-ci. Les gens de Blue Sky, qui sont des anciens gens de Twitter, s'inspirent de ce qui a été fait à l'époque. Et là, veulent le faire positif, et c'est toujours là où le bas blesse des fois, mais on veut essayer de faire quelque chose pour certifier les utilisateurs sur Blue Sky. J'ai depuis quelques semaines, et je porte attention sporadiquement, mais il y a des faux comptes qui sont créés sur Blue Sky aussi. J'ai des gens générés par IA qui apparaissent dans ma liste d'abonnés. Je suis comme, d'accord. Ça apporte pas grand-chose à la richesse de la plateforme, n'est-ce pas, ces faux comptes-là? Donc, Blue Sky se sont dit, nous aussi, on va ajouter cette forme de vérification-là des gens. Et ce que Blue Sky fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens de Blue Sky eux-mêmes, écoute, ils sont 25 personnes. C'est pas une grosse entreprise, Blue Sky, on s'entend. Ils vont faire eux-mêmes de la vérification au cas par cas, donc ça va prendre du temps, mais ils autorisent aussi certaines organisations externes vérifiées à le faire. Par exemple, aux États-Unis, on a cité le New York Times, qui va évidemment pré-certifier tous ces journalistes. Je vais leur dire, écoute, la presse, ça pourrait être une bonne idée, ça, au Canada, pour certifier les journalistes qui, au moins, diffusent pas des informations, et surtout, comme tu dis, qui sont pas des comptes générés par l'intelligence artificielle, qui aiment des comptes générés par l'intelligence artificielle, qui se like entre des réseaux. Autres. Ben oui, voilà. Je vois des comptes complètement farfelus, avec des publications complètement ridicules. D'ailleurs, Facebook a annoncé qu'elle a tenté de diminuer ça en analysant le contenu. Si tu mets une photo d'un chien puis tu parles d'avion, ils vont dire « Oh, il y a quelque chose qui cloche dans ta photo. » Parce que souvent, quand c'est généré par l'intelligence artificielle, c'est une photo, un texte bidon, puis un paquet de commentaires bidons par d'autres abonnés du réseau. J'espère pour cliquer l'algorithme, j'espère que l'algorithme, on est des gens qui arrivent de nulle part puis qui ont 10 000 abonnés en publiant « Ah, regardez ma robe. » C'est louche. Dans bien des cas, c'est louche. Moi, quand tu as 130 000 abonnés parce que tu fais du beau sur YouTube, je comprends pas ça. Ça bref. Tu sais, des phrases creuses et des objectifs vides, ça, je sais pas. En tout cas. Et pour finir sur cette note, les amis, parce que moi et Pascal, vous le savez, nous sommes des vrais humains, nous ne sommes pas de l'intelligence artificielle. Et pour le prouver, nous serons en direct, sur place, en personne, tel que vous nous voyez. Et que vous pourrez pas nous toucher, parce que quand même, on se garde une gêne. Mais vous pourrez nous voir et venir nous parler à C2 Montréal, qui est une conférence annuelle qui a lieu depuis une éternité. Combien de temps que ça fait? Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. Pour ceux qui ne connaissent pas C2 Montréal, tu l'as mentionné, c'est du 20 au 22 mai. Une tasse de tech sera là.
représente. Yay! C2 Montréal, ça rassemble des esprits créatifs, des leaders et des acteurs de changement pour favoriser la collaboration, stimuler l'innovation et générer des opportunités d'affaires Mais entre c'est nous secteurs. deux tout crachés, ça, C'est Pascal? nous deux tout crachés. Le thème cette année de C2 Montréal, c'est En mouvement, l'art d'agir. Il suffit pas simplement de s'informer, il faut agir, bouger. Il y a plus de 1000 entreprises qui se retrouvent à C2 Montréal. C'est un terrain de jeu immersif. Venez vivre des expériences à C2 Montréal. J'ai vu, entre autres, la liste des invités n'est pas encore complète au moment où on se parle, mais il y a déjà Thomas Joly, le directeur artistique des Jeux olympiques de Paris, qui va être là. Très, très curieux. C'était quand même un show d'ouverture de Jeux olympiques, c'est une logistique prodigieuse. Georges Larac va être là, ceux qui sont fans de hockey. Ben oui. Éric Saint-Arnaud de Renaissance Québec, Grand Corps Malade, le slammer. Bonjour, je suis Grand Corps Malade, je vais vous raconter mes salades. Oh, mais tu l'as bien, man. Merci. Moi, dans ma tête, je l'ai parfaitement, mais peut-être que c'est pas vrai. On va t'appeler le grand Pascal en santé. Malade. Ici, et si vous utilisez le code, c'est C2M UTDT. Une tasse de tech. C2M, c'est dans la description du balado. Allez-y parce qu'il y a le lien aussi pour cliquer directement, oui. Vous avez 100 $ de rabais sur les billets. Payez moins. Voilà. Ben oui, parce que c'est écrit en haut là, puis je sais, c'est écrit aussi sur mon livre. C'est ton livre, Alain. C'est comme une façon subtile de parler de ton livre et de C2 Montréal. 100 $ de rabais en mentionnant une tasse de tech. Et on espère vous voir en personne. Sérieusement, ça va être très chouette. Venez nous voir. Ben oui. Premièrement, achetez un billet, utilisez notre lien, parce que nous, ça nous fait plaisir de vous aider à sauver des sous. Et venez nous voir. Et en plus de ces gens-là, il y a une VP exécutive de la Ligue nationale de hockey qui va être là. J'imagine qu'elle sera avec Georges Larac. Il va y avoir Félix et Paul, littéralement de Félix et Paul Studio, qui font dans la vidéo immersive. Et j'ai vu aussi Sacha Lucioni, qui est une experte en intelligence artificielle, qui est basée à Montréal pour la compagnie Hugging Face, qui va venir parler d'intelligence artificielle. Et je sais pas, on va avoir des gens de ces deux sur l'émission d'ici au 20 mai pour en parler un peu. Sur place, j'espère qu'on pourrait avoir une ou deux de ces personnes-là pour jaser un peu, pour que ça se fasse des conversations assez pétées, merci, de rejoindre. Écoute, si on peut mettre Georges Larac, Sacha Lucioni et Félix et Paul sur le même panel, on peut parler de réalité virtuelle propulsée par l'intelligence artificielle pour aider à regarder le hockey. Je sais pas, il y a quelque chose de le fun qui va arriver, c'est sûr. Allez voir ça. Allez à C2 Montréal, réalisez vos rêves les plus fous, Alain. Ben, pourquoi pas? Et venez nous écouter. J'espère que ça, c'est un de vos rêves. Venez nous voir en personne. On va être là. Puis je ne sais pas comment on va arranger ça. Point de vue technique, on a le matériel, mais est-ce qu'on va prendre est-ce qu'on va prendre des commentaires, des questions de la salle? J'ai aucune idée comment on va faire ça. Ça va être festif. Moi, j'aime ça, les événements en public. Ben, le direct et le public c'est magique pour le genre de truc qu'on fait, à condition que le public soit là. Fait que j'espère que vous allez venir nous voir, parce que sinon, on va faire non, mais ça. Sinon, on le fait entre nous. Moi, je vais être très content. On va être dans un super bel environnement. On va pouvoir faire un petit tour. Il y a tout le temps des activités le fun à faire. On va pouvoir vous en parler en direct. Fait que venez nous voir, écrivez à C2 Montréal, dites-leur, regardez le lien. Puis, assurez-vous, on va vous donner plus de détails sur quelle heure, quel endroit on va tourner le podcast. Si vous avez des demandes spéciales et compagnie, écrivez-nous, contactez-nous. On est très joignables. Bien dit, effectivement, nous sommes joignables et vous pouvez de toute façon nous écouter dans les prochaines semaines d'ici là, parce qu'on va faire un build-up, comme on dit en bon français. Ah, je sais, à l'OQLF, ils sont pas contents que je dise ça. Go l'OQLF! Si vous voyez ce que je veux dire. Mais on va monter la température du rond de poil jusqu'à l'événement comme tel où on sera sur place. Donc, continuez de nous écouter dans les prochaines semaines, on y reviendra. Et continuez de nous écouter dans cet épisode-ci, parce que là, on prend une petite pause, c'est la fin de nos... Il y en avait du stock cette semaine quand même, mais c'est pas fini. Parce qu'on a des nouveautés matérielles, des gadgets, pas mal de fun à vous présenter. De retour à Une tasse de tech, avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous sommes de retour à Une tasse de tech pour des gadgets qui sont, ma foi, ils nous font sourire, je vais dire ça comme ça, parce que de temps en temps, il y en a des fun, de temps en temps, il y en a des ordinaires, mais là, cette semaine, on a deux beaux. Bon, je vais dire ceci pour ma part, c'est pas nécessairement une aubaine, quoique c'est discutable, mais quand même, c'est des belles bébelles. Et celui que tu as, contre toute attente, parce qu'on s'attend pas à s'énerver avec des bidules qui sont souvent des périphériques très marginaux, tu as quelque chose de pas mal intéressant sous la main, là. Mais écoute, est-ce que je commence par le chargeur ou je te glisse un mot sur le unplug d'abord? Regarde, ben, écoute, commençons par ça, parce que ça va être fait. Surtout que ça rappelle un essai dont tu as parlé il y a quelques semaines.
Oui, j'ai parlé de Brick, un petit Mhm. accessoire en plastique qui permettait de rendre son téléphone moins distrayant, de moins de distractions dans son téléphone, Ça simplement en limite approchant les alertes poussées, ouais. c'est ça, limiter les alertes, désactiver les applications dérangeantes, t'approchais ton téléphone iPhone de Brick, le petit accessoire, et ça désactivait. Il y a un truc similaire qui s'appelle Unpluck, qui est, on dirait le logo de Nike. Je sais pas si tu le vois comme je le vois, on dirait une petite Ouais, virgule ou le ouais, logo ouais, de ouais. Nike, un peu, Presque un un peu swoosh, ouais. écrapou. Et voilà, c'est jaune, c'est un truc qu'on glisse à son porte-clés qui contient la petite puce NFC qui fait qu'on peut l'approcher de son téléphone et démarrer l'application Unpluck pour iOS ou Android. Vraiment génial. On indique les applications qu'on juge dérangeantes. Donc, on peut les choisir. Si toi, tu passes trop de temps sur Instagram, si toi, tu passes trop de temps sur Twitter ou, dans mon cas, Blue Sky, on peut désactiver. La clé peut servir de verrou, je dirais, pour, par exemple, le téléphone pour ses enfants, pour ses ados. Je peux dire, OK, je te prête le téléphone, mais c'est pour m'appeler. Tu ne pourras pas regarder Instagram, et ainsi de suite. Ce qui est pas pire, c'est que tu as une fonction qui permet de désactiver une fois par jour, pendant 5 minutes, ton téléphone. Des fois, ça arrive des moments extraordinaires que tu dois immortaliser sur le champ sur Instagram, sous peine de te faire, de subir l'ostracisme de tes collègues. Excuse-moi, je me La suis donné pression comme des mission. pairs. Ben oui. Oui, la pression des pairs, donc tu vas peut-être faire ça. Ça m'est arrivé, je voulais faire une publication sur Blue Sky, j'ai désactivé pendant 5 minutes avec ma petite clé. Très, très chouette. Regardez ça, Unpluck avec un Q, comme Mhm. Unplug, mais Unpluck. Ça peut vous permettre de rendre votre téléphone moins de distractions, vous aider à gérer vos distractions. Évidemment, vous Oui. avez toutes sortes de fonctions intégrées dans vos appareils, vous n'avez pas besoin de ce petit accessoire-là, mais je trouve que d'avoir un objet physique, ça fait un rituel, ça fait un geste, ça fait un rappel, tu mets ça à ton porte-clés, OK, je décroche, je tape et je peux le faire comme ça. Parlant de plugger, C'est une belle façon de se discipliner pour les gens qui manquent de discipline et qui veulent en avoir plus par rapport à la fameuse exactement. dépendance envers les écrans. Je Ouais. pense qu'il y a vraiment un gros retour au minimalisme. Là, on voit l'engouement pour les téléphones Lite 3 avec des belles fonctions minimalistes et tout. Je te Mhm. parle, Alain, parlant de minimalisme ou peut-être de maximalisme de recharge. Le Anker Prime, le chargeur 250 watts, me procure un bonheur indicible. Je suis extatique à l'utilisation. Donc, je suis Ça, bien parti. un peu plus, puis tu peux brancher ta voiture là-dedans. Là. Presque. Écoute, c'est 250 watts. Tu peux charger 2 laptops en même temps. Donc, si jamais tu en as besoin, tu peux le faire. Les USB-C, tu as Mhm. 4 ports USB-C à l'avant, tu as 2 ports USB sur le côté. Ça en ferait un chargeur tout à fait conventionnel s'il n'y avait pas un affichage, Alain. Et cet Ouh. affichage-là permet de contrôler, et ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez peut-être le voir ici, voir l'électricité, la wattage de chacun des ports dans lequel vous branchez des appareils. Tu peux, c'est connecté, Alain, par Wi-Fi. On dirait un vieux radio-réveil. Oui, on dirait, et tu as des affichages que tu peux configurer pour afficher un radio-réveil. Tu as même une fonction qui appelle laboratoire qui permet de voir des fonctions secrètes qui vont activer un jour. Alors oui, ça pourrait afficher un radio-réveil, ça pourrait afficher le cours de la bourse, ça pourrait afficher tes notifications. Il y a un potentiel extraordinaire pour ce chargeur-là. C'est un simple chargeur. C'est un chargeur qui est étonnamment lourd. C'est un petit appareil, ça a l'air de rien, mais quand je l'ai pris, j'ai fait « il là, c'est dense cet appareil-là. » C'est un chargeur qui utilise la technologie de nitrure de gallium qui est plus Ah. efficace et qui Mhm. chauffe moins. Les fameux C'est chargeurs une GAN, le GAN, comme on dit. GAN, exactement, GAN. Vraiment une belle chose sur mon bureau. Ça me rend heureux. Comme tu le dis, ça ressemble un peu à un vieux radio-réveil. Ça tient dans la main. C'est pas très gros, très lourd, très dense. 2 ports USB A sur le côté, 4 ports USB-C devant. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait des ports USB-C sur le côté. J'aurais peut-être Ouais. aimé qu'il y ait des ports USB-C derrière pour brancher les appareils sans que le fil soit devant l'appareil. Ça, c'est ma petite critique. Et il n'y a pas non plus une petite occasion ratée. Il n'y a pas de recharge par induction sur le Ouais. dessus de Un l'appareil. pavé de chi. Mhm. Un pavé cheap aurait peut-être ajouté un je ne sais quoi de poser son téléphone sur le dessus du petit chargeur que tu laisses sur ton bureau. J'ai bien hâte de voir. Je l'ai mis à jour ce matin.
Mettre à jour un chargeur d'appareil, c'est fantastique et on peut prioriser les appareils. On peut désactiver la recharge entre certaines heures et certaines heures. Vraiment, c'est le fun. Fait que c'est un petit réveil, ça affiche l'heure, la date, ça permet d'afficher les charges et on peut, avec son téléphone, dire « OK, je suis tanné de charger tel appareil », on peut le désactiver, l'activer, voir quand la charge de notre téléphone est terminée à distance parce que c'est connecté par Wi-Fi. Mais là, dis-moi que ça coûte pas 250 $. Ça coûte 250 $, Alain. Non, c'est pas, écoute, c'est pas 250, c'est 152. Ah, ben là, c'est les mêmes chiffres, mais à l'envers. Ben, c'est quand même 152. 152. C'est pour ça que quand tu as dit 250, j'ai fait, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est seulement 152, Alain. Mais le truc qui est drôle, c'est que tu as un rabais en ce moment, profitez-en. Et parlant de la technologie Anker avec le GaN, nitrure de gallium, ils ont aussi des petits chargeurs de voyage. Celui-là est 100 watts et c'est le plus compact que j'ai vu. Par rapport aux grosses briques de recharge des laptops, tu peux charger ton laptop avec un truc beaucoup plus compact. Tu as 3 ports dessus, 2 ports USB-C, un port USB-A, et tu peux, à ce moment-là, charger ton laptop. Tu peux charger un accessoire et un deuxième accessoire avec un tout petit chargeur qui utilise la technologie de nitrure de gallium. C'est un petit peu plus cher, mais c'est beaucoup plus que du bonbon, comme le disait le slogan bien connu. Les plus jeunes vont dire de quoi ils parlent. Googlez Albert Miller, vous saurez de tout ce dont il est question Googlez ici. Clorets, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Les fameux blocs GaN, les fameux chargeurs GaN, il existe une entreprise qui s'appelle Nimble, N-I-M-B-L-E, qui fait des chargeurs GaN à partir de métaux précieux, de métaux rares recyclés, entre autres choses. Pour ceux qui s'inquiètent, il y a moyen, ils sont un petit peu plus chers que ça, nécessairement. Mais Anker a une belle gamme aussi, parce que c'est une compagnie chinoise qui fait des produits de bonne qualité, donc c'est un moindre mal aussi, effectivement. Donc voilà, des belles options. Si vous achetez un chargeur haut de gamme, si vous achetez celui de Anker, le 250 watts, profitez-en peut-être pour acheter des câbles de recharge haute capacité. Oui, qui vont vous donner le maximum du wattage. Exactement, c'est pas tous les câbles USB-C qui peuvent transmettre le courant à 100 watts. Fait que vous branchez votre laptop dedans, vous dites « ça ne charge pas ». Il faut avoir les câbles compatibles et quand vous achetez des câbles de qualité en plus, il y a moins de risques que ça brise, moins de risques de perte de qualité, de dégradation, puis de briser vos appareils parce que ça transmet trop de courant. Et voilà. Bien dit. Merci Pascal. Bon poignet. Écoute, changeons complètement de registre et parlons de montres connectées. On parlait tantôt des 10 ans de l'Apple Watch. Il y a... pendant les 10 ans qu'Apple Watch a existé, il y a plusieurs générations de montres Wear OS du côté de Google. Et finalement, c'est devenu la montre Pixel chez Google. Wear OS est comme rendu plus intégré, maintenant plus invisible dans les produits de Samsung, entre autres, de Google avec la Pixel Watch, évidemment. Celle-ci, la Open Watch 3, il y a des compagnies, il y a d'autres entreprises, Amazfit, qui n'arrêtent pas de me dire qu'il faudrait donc que j'essaye leur montre, qui ont aussi des trucs basés sur... Et ça vient avec ses qualités et ses défauts, puis on va en parler en cours de route, parce que dans ce marché-là, qui n'est pas le marché de l'Apple Watch, parce que l'Apple Watch, on le sait, c'est du côté plus d'iPhone et des produits d'Apple, mais dans le reste de ce marché-là, la nouvelle Watch 3 de OnePlus m'apparaît comme l'espèce de nouveau modèle à battre, je vous dirais comme ça. À défaut de pouvoir acheter une montre Huawei qui sont vraiment excellentes, mais qui sont malheureusement vendues exclusivement partout, sauf en Amérique du Nord. Ma phrase a du sens, hein? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'acheter ici, donc histoire courte. Et, quand même et je vais dire ceci, j'aime beaucoup les montres avec des gros cadrans, des gros boîtiers. Oui. Je trouve que la Pixel Watch, entre autres, à mon avis, est un petit peu trop petite à mon goût, malgré que son format Pebble, c'est-à-dire comme une espèce de... C'est juste une dalle, juste un écran incurvé qui a 0 boîtier autour, 0 peut être agrémenté d'un boîtier, là, ça fait une grosse montre, mais c'est pas tout à fait ça que je recherche. Bref, quand j'ai reçu celle-là, j'étais à la fois agréablement surpris et un peu déçu parce que c'est le même format que la Watch 2, mais plus beau, mieux fini. Et là, on a un beau cadran de 46 mm avec un écran d'1,5 pouce très rond qui fait de mémoire 466 pixels de diamètre. Je sais pas comment... Écoute, non, mais grosso modo, il faut que tu plisses les yeux beaucoup pour voir les pixels individuels. L'image est vraiment superbe. Moi aussi, ça m'a beaucoup...
Je parlais de Wear OS, c'est une montre qui a 2 systèmes d'exploitation. Il y a RTOS, qui est un système essentiellement transparent qui lui permet de tirer l'autonomie parce qu'il désactive, dans le fond, les services Wear OS quand on n'en a pas besoin, donc dans des moments de moins grande utilisation, sur lequel est assis, en fait, Wear OS ensuite, et dans lequel on peut installer des applications tierces qui sont livrées par le Play Store de Google. C'est une longue chaîne. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Et là, il y avait déjà cette combinaison-là sur la Watch 2, mais c'était lent entre les deux. Des fois, tu sentais que, oups, on avait éteint Wear OS, puis là, ça prenait quelques instants, puis là, ta montre, elle dit, attends un peu, puis t'es quand même, je veux juste savoir l'heure, mais elle le sait pas. Fait que là, ça, c'est gossant. Là, ça revient pas. J'ai pas vu ça encore, sauf quand on défait du chargeur. C'est ça. Moi, je l'ai vu cette nuit, j'ai fait un petit peu d'insomnie et j'ai désactivé le mode nuit. Et quand j'ai désactivé le mode nuit, j'ai trouvé que c'est un peu long avant que ça revienne au mode normal. Ça travaille un peu, mais on passe d'un processeur à un autre. Tu sais, je trouve que c'est quand même magique comme processus. Mais on s'attend toujours à ce que ce soit instantané. Dans ce cas-ci, c'est quelques secondes. On parle de regarder, tu es un peu mal réveillé, tu cliques sur le bouton, ça travaille, tu baisses ton bras, tu regardes encore, c'est encore en train de travailler. Des quelques secondes, mais c'est pas incroyable. Parce que je me souviens qu'avec la Watch 2, je vais trouver ça très long. C'est plus rapide. C'est mieux, là. C'est pas entièrement. Mais tu vois, la plupart du temps, je veux dire, c'est comme si ça disparaît, ce délai-là. Mais là, effectivement, tu as trouvé une situation où ça existe encore. Ce que ça permet avec Wear OS, c'est d'avoir, entre autres choses, Google Wallet, donc de pouvoir payer avec une carte de paiement sur sa montre. À travers le service de Google. Donc, c'est pas un service tiers qu'on ne sait pas trop si c'est compatible ou pas. Google Wallet, c'est quand même assez accepté par la plupart des banques au Canada, donc ça, c'est pas un problème. Il y a aussi Google Fit, qui est l'espèce de hub de santé de Google qui permet de se connecter à tout sauf au service Apple. Il y a vraiment là un problème de communication entre les différentes plateformes, mais bon, bref, que voulez-vous? Ouais. Et ça vient, parce qu'on parle d'une montre OnePlus, ça vient avec aussi l'application Health, O-Health, je ne sais plus comment il l'appelait, mais qui s'installe sur des téléphones qui ne sont pas nécessairement les téléphones OnePlus. Donc, par exemple, moi, je l'utilise avec un Pixel 9, tu vois, donc je peux faire le meilleur, à mon avis, ce qui est intéressant, parce que j'aime beaucoup le Pixel 9, j'aime moins la Pixel Watch 3, et là, avec cette montre-là, pouf, me voilà gâté, parce que c'est une excellente montre, une montre très jolie, en inox, anti-titane, conforme à la norme IP68, donc une montre qui se porte au poignet sans avoir peur de la scratcher, comme on dit en bon français, et qui a aussi, ah oui, ça c'est un autre truc, l'interface graphique, l'interface aussi matérielle ressemble beaucoup à celle de l'Apple Watch. Si, mettons, Apple faisait une montre avec un cadran arrondi, je pense qu'on aurait essentiellement une montre comme celle-là. La couronne permet de faire tourner, défiler, zoomer des éléments visuels, comme l'Apple Watch. C'est pas toutes les montres qui font ça. Il y a des montres qui le font pas, mais je les trouve fatigantes parce que c'est tellement naturel d'utiliser la couronne. Évidemment, ici, on a disposé la couronne en haut. Fait que là, c'est un peu différent en termes d'opération. J'haïs pas ça. Comme c'est arrondi, la couronne n'accroche pas la main quand on se lève. Voilà. Je suis gaucher, toi aussi d'ailleurs. Fait que quand tu dresses ta main puis que tu as une couronne qui dépasse, des fois tu accroches ton bouton. Dans ce cas-ci, la couronne est à 2 heures. Comme c'est un cadran rond, elle est légèrement hors de portée de notre poignet. Et vient avec le bouton d'activation rapide des activités sportives qui n'est pas super... lui, je le trouve difficile à opérer. Il est bien situé, mais il est comme capricieux pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être moi, je ne sais pas, allez savoir. Mais ça permet de lancer rapidement l'application de suivi d'activités sportives. Et parce qu'évidemment, n'importe qui fait n'importe quel sport de nos jours, il y a aussi une centaine d'activités pré-réglées. Très précises. Et évidemment, vous prenez celle que vous voulez, vous créez une liste de priorités et elle s'affiche rapidement celles qui sont les plus importantes pour vous. Et ça, c'est correct. Pour suivre tout ça, il y a 8 capteurs différents qu'on dit extrêmement précis. Je n'ai pas eu l'occasion de comparer les données captées. J'ai découvert qu'au niveau du GPS, j'arrivais pas au même résultat que si j'utilisais un Apple Watch ou que si j'ai une montre Garmin aussi que j'ai utilisée. Et ma montre OnePlus était un petit peu trop généreuse sur les distances parcourues par rapport aux deux autres. Fait que ça, probablement que ça prend un petit temps ou peut-être qu'il faut avoir dans ses poches un téléphone pour avoir une connexion cellulaire parce que ça, c'est l'autre défaut principal de cette montre-là. Il y a des antennes Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Évidemment, il y a un capteur GPS à double bande très correct, mais il n'y a pas d'LTE. Donc, c'est pas une montre autonome comme l'Apple Watch ou comme la Pixel Watch. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que pour moi, c'est la partie importante de l'affaire, c'est que ça me permet de ne pas avoir de téléphone sur moi pour avoir mes appels, ma messagerie et ma musique. Mais là, il n'y a pas ça. Fait que ça, c'est un gros défaut.
Il y a par contre une belle mécanique, on le disait tantôt, système double processeur, système sur puce, Snapdragon W5, qui est plus récent système pour montre de Mm. Qualcomm, et un processeur, c'est un truc plus niché qui s'appelle BES 2800 qui fait le reste de la job. Et les deux ensemble, ce que ça offre, c'est une belle performance, une belle fluidité de les animations et des applications, avec 3 jours minimum d'autonomie. Et je dis minimum parce que ça peut aller à 5 jours. Et si vous allez en mode extrême, ce qu'annonce OnePlus, c'est 16 jours. Moi, je n'ai pas réussi à me rendre jusque-là. En fait, je ne sais même pas si je l'ai essayé pendant 16 jours à date. Non, c'est ça. Mais j'ai Écoute, eu 3 jours faciles. Là. de mémoire, je l'ai reçu lundi, je l'ai chargé, elle est encore à 20 quelques pourcents, là. À 38%, hein. J'ai Voilà. pas utilisé au quotidien, j'ai pas joué avec beaucoup, mais moi, une montre qui dure 5 jours sans recharge, ça veut dire que tu passes la fin de semaine sans avoir besoin. Tu peux oublier ton chargeur. C'est un Partir en chargeur camping. propriétaire. Ouais. C'est ça, tu peux partir avec c'est un chargeur propriétaire qu'il faut pas oublier. Si jamais tu l'oublies, tu sais que tu peux le mettre en mode de plus longue d'économie d'énergie et tu as Mhm. la fin de semaine, Voilà. tu as l'heure au moins. Ben, exactement. Et donc, ça dépanne. Puis les 3 jours, moi, c'est avec une utilisation justement pour suivre là, des activités physiques, faire jouer des trucs à travers mon téléphone pour la musique. Il y a 32 gigaoctets de stockage. Oui. Ça permet de mettre quelques chansons en format MP3 si vous avez encore ces fichiers-là sur vous. Et c'est ça, un peu ça le problème, c'est qu'on peut pas vraiment... Spotify l'offre. Il y a un mode hors ligne sur Spotify. Je pense que pas Google, mais YouTube Music aussi. Oui, tu as le mode hors ligne, tu peux charger tes listes de lecture dedans. Fait qu'au gym, tu peux laisser ton téléphone dans ton... tu peux même mettre des podcasts. Tu peux les mettre comme une tasse de tech. Tu mets ça dans ta montre. Tu peux laisser ton téléphone dans ton vestiaire ou à la maison et tu peux t'entraîner. Mais tu n'auras pas Mais des j'aurais appels, préféré une connexion. Quoi qu'on peut se connecter à du Wi-Fi, mais là, ça prend une connexion avec le téléphone. C'est un peu compliqué, la connectique. Et c'est ça le problème. C'est peut-être la prochaine frontière de ces montres-là, c'est d'avoir une meilleure connectique pour être plus autonome sans son téléphone. Mais oui, vous téléchargez vos listes de lecture sur ces applications musicales-là, puis ça règle une bonne partie du problème. Mais c'est presque la montre parfaite. On n'y est pas encore, mais on s'approche. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis quand tu dis qu'elle ressemble beaucoup à la OnePlus 2, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est un modèle qui a quand même une très bonne... Tu sais, quand tu as un modèle qui marche bien, qui est bien fait, bien conçu, puis qui est très, très beau, tu le modernises. C'est des bracelets standards. Faut que je le mentionne. C'est quelque chose que je trouve assez génial de dire que tu peux prendre n'importe quel bracelet en cuir, bracelet en nylon, sportif. Tu n'as pas besoin de payer pour des bracelets propriétaires. Ça s'enlève en quelques secondes. Tu as une petite tirette. Bracelet 22 mm, comme la 22 mm, c'est ça. Tu as vérifié toi aussi, hein? Parce que je me dis... et voilà. Fait que tu peux ressortir des beaux bracelets plus luxueux. Évidemment, comme c'est une montre connectée, ceux qui connaissent la Apple Watch, évidemment, sont familiers avec les milliers de faces qu'on a là, mais avec la OnePlus 3, la OnePlus Watch 3, on a des centaines de cadrans qui sont proposés. Puis il y en a qui sont... J'aime ça quand c'est joli et minimaliste, qu'il n'y a pas trop de fioritures, puis de petits dessins, puis de Snoopy qui danse. J'ai trouvé quelque chose qui est très, très potable, qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on aurait avec une vraie montre avec des aiguilles, une petite trotteuse qui tourne autour. Wear OS est ouvert, donc il y a beaucoup de trucs de développeurs, de tiers, de bidouilleurs qui font des cadrans de montres, entre autres. Mais il y a aussi un problème, c'est que la version plus récente a été réduite au niveau de la gestuelle. Il y avait beaucoup d'éléments de gestuelle qu'on pouvait faire avec les montres Wear OS dans le passé pour faire apparaître des notifications pour d'une seule main, tout ça, ça a tout disparu. Moi, ça m'embête parce que j'aimais beaucoup cette intégration plus approfondie de gestes à une main, entre autres, qui ont complètement été évacués. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on revienne avec ça éventuellement. Avant de lancer la OnePlus Watch 4, là, qu'on ait encore besoin d'acheter un autre bébel, mais souhaitons que ça revienne. C'est, à mon avis, une limite peut-être de cette montre-là, qui sinon fait au moins aussi bien que n'importe quelle autre montre connectée du même genre. Donc, c'est pas un gros défaut. Et tout ça pour le modique prix de 450 $. Je dis modique avec un peu d'ironie parce qu'une montre à 450$, on s'entend, c'est quand même cher. Surtout que les montres Wear OS vieillissent vite. Et ça, c'est la grande inconnue. Est-ce que cette montre-là, dans 3 ans, va être encore aussi bonne qu'aujourd'hui? Est-ce qu'elle va être encore supportée? Est-ce qu'elle va avoir des mises à jour, des accessoires? Bonne question. Ouais. On peut avoir 70% d'extra si on échange sa montre contre une autre. On a 10% avec le rabais d'étudiants et voilà. Fait qu'on peut avoir peut-être un meilleur prix. Et je le répète... c'est ça.
de bracelets standards à remplacer. Tu peux aller sur Internet, trouver des bracelets ou aller dans un bijoutier. Ça prend 2 secondes à remplacer avec un petit tournevis. C'est Même pas. Ça se fait avec le doigt parce qu'il y a Oui, il y a un dans ce petit, cas-ci, il y a une petite levier. tirette. Si tu as Exact. ton autre bracelet, moi je compte, regardez, j'ai des montres, des très beaux bracelets de montres qui sont justement désuètes. J'ai essayé de le remplacer avec un bracelet en titane. J'ai bien hâte de voir. Mais je ne sais pas si c'est Oui, 22 bon choix. mm. C'est un bracelet un peu large. Hum. Ça Mais va être un beau test à faire. Tu parlais des rabais. OnePlus fait souvent des liquidations. Soit ils vont vous offrir des écouteurs gratuits, ils vont rébaisser le prix ou ils vont faire un combo. Donc, ça vaut la peine d'attendre les rabais si vous cherchez une montre connectée. Ça va devenir encore plus intéressant comme gadget. Surtout que déjà, on a repoussé le lancement parce qu'on avait un petit problème d'impression de certaines informations. oui. Donc, on va être heureux de rattraper le retard chez OnePlus. Donc, gardez l'œil ouvert si ça vous intéresse. Beau combo avec le téléphone, le OnePlus, c'est quoi le 9 là maintenant? Ou 13? 13. C'est mêlant, tous ces chiffres-là. Qui est excellent par ailleurs, donc beau combo. OnePlus Watch 3. Avec ou un téléphone Android de votre choix, sans problème. Sur ça, mon cher ami, c'est la fin, à moins que tu sois en train de nous googler quelque chose qu'on devrait savoir. Non, je suis en train de vérifier. Je m'assurais qu'on mentionnait tous nos partenaires pour le podcast. TELUS, merci beaucoup. Remplacez votre téléphone, plantez un arbre. Plan Hub, regardez les meilleurs tarifs, les meilleurs prix, vous les payez moins. C'est pas juste en lisant le livre d'Alain, c'est aussi en allant sur Plan Hub pour économiser sur vos forfaits cellulaires. C2 Montréal, venez nous voir. Ça va probablement être le 20 mai, la première journée. On a bien hâte de vous en donner plus de détails. Et Planet Hoster, si vous avez envie d'un hébergeur québécois, canadien, pour localiser vos données ici, avoir un meilleur contrôle, très bon service, très sympathique. Cherchez sur les détails de notre podcast. Vous avez un raccourci pour avoir, est-ce que c'est 50% de rabais, Alain? J'ai-tu bien lu? C'est assez substantiel, oui. C'est assez substantiel. Vérifiez, mentionnez mentionnez une tasse de tech. À Planet Toaster. Ben oui. Planet Toaster, et vous allez avoir un bon rabais et un bon service et un hébergeur québécois-canadien. On héberge nos sites là-dessus, moi et Alain, et on est très, très contents. Très, très le fun. Cogeco Média pour la mise en onde, pascalforget.com pour me suivre, Alain McKenna. On peut te suivre dans la presse, entre autres. Oui, monsieur. Bien hâte de vous revoir, bien hâte de te voir en personne pour le podcast en direct. Oui. Et puis, on a pris un petit peu de pause ces derniers temps. Là, on est plus actifs, on est plus assidus dans les prochaines semaines, en route vers C2 Montréal, qui est à la fin mai. Donc, écoutez-nous, abonnez-vous et venez nous voir si vous avez le temps chez C2 Montréal. Ça va nous faire plaisir de jaser un brin avant, pendant et après l'enregistrement de cette balado. Entre-temps, prenez soin de vous. On se parle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!